Sabotage, intimidation et coercition. 3 mots qui décrivent la relation de la Russie avec ses voisins. Alors que l'Ukraine reste le principal centre d'intérêt de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, la région baltique devient maintenant un deuxième point chaud. L'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a renforcé l'alliance, mais elle a également alimenté les contre-mesures russes. Des documents fuités du ministère de la Défense russe suggèrent des plans pour changer les cartes nautiques afin de redéfinir les frontières de la Russie dans le golfe de Finlande et près de Kaliningrad. Plus précisément, ils veulent déplacer les lignes de base qui déterminent les frontières maritimes et, ce faisant, étendre leur influence. Les Russes insistent sur le fait que le document divulgué n'est pas politiquement motivé et qu'ils ne font que suivre le droit international, mais les responsables de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord n'y croient pas. Vous voyez, sous les vagues calmes, il y a un conflit hybride en cours. La plupart est caché au public. De temps en temps, des fragments de cette guerre cachée remontent à la surface. Pensez aux gazoducs de gaz qui explosent, aux câbles sous-marins qui cessent de fonctionner, et maintenant aux frontières maritimes qui sont redessinées. C'est une guerre menée par toutes les nations, mais reconnue par aucune. Nichée dans le nord de l'Europe, la Baltique est une mer intérieure reliée aux océans du monde par les détroits danois. Pour les pays voisins, c'est une porte d'entrée vers les marchés mondiaux, mais aussi un moyen de projeter leur puissance à l'étranger. La mer est comme une autoroute pour l'énergie et la sécurité de l'Europe, avec des conduits et des câbles qui courent le long de son fond marin pour connecter des marchés proches et lointains, mais le sabotage de Nord Stream 2 montre à quel point ces systèmes sont fragiles. Avec les bons outils, même une petite attaque peut causer de gros problèmes, et ni la Russie ni l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ne sont totalement préparés à gérer de telles menaces. Dans le passé, Moscou était un acteur majeur dans la région. À un moment donné, elle contrôlait environ la moitié de la côte baltique, et les navires russes pouvaient y naviguer librement. Mais avec le temps, alors que la Russie diminuait en taille, elle a perdu une grande partie de ce littoral. Aujourd'hui, elle ne contrôle que 659 km de la côte baltique, ce qui comprend 512 km par le golfe de Finlande et un autre 147 km près de Kaliningrad. Malgré sa taille énorme, la Russie a un littoral étonnamment petit et ses 2 principales poches ont pris un poids stratégique énorme. Kaliningrad est comme une forteresse armée remplie d'armes nucléaires, de chasseurs à réaction et de personnel militaire. C'est aussi le siège de la flotte baltique de la Russie, qui compte environ 40 navires de surface et quelques sous-marins. Le minuscule Kaliningrad a plus de puissance de feu que certains pays de taille moyenne et est souvent appelé un poignard pointé vers le cœur de la frontière orientale de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Pendant ce temps, au nord se trouve Saint-Pétersbourg, la porte d'entrée de la Russie vers l'Europe. C'est dans cette ancienne capitale que se trouve la base navale de Kronstadt, mais la région est principalement un pôle économique. Saint-Pétersbourg est l'un des plus grands centres financiers de la région. En 2021, avant la guerre en Ukraine, elle représentait 6% de toutes les exportations russes. Cependant, depuis que la Finlande et la Suède ont rejoint l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, la déjà petite côte de la Russie semble encore plus petite. Le golfe de Finlande est devenu un passage étroit fermement sous le contrôle de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une menace majeure pour Moscou d'une manière qu'elle ne l'était pas auparavant. L'Estonie et la Finlande disposent d'une défense de missiles côtières intégrée et avec les forces aériennes et navales de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à proximité, tout navire russe tentant de passer par le golfe de Finlande serait confronté à de lourdes attaques et finirait probablement bloqué dans un blocus naval. Cela signifie que dans une situation de conflit, Kaliningrad serait complètement coupé du continent russe et le commerce russe en souffrirait grandement. Cela dit, les Russes ont un plan de secours. D'une part, Kaliningrad n'est pas aussi isolée qu'elle pourrait le sembler. La seule chose qui la sépare du reste de la Russie est le couloir de Suwalki, large de 100 km, appelé le talon d'Achille de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord
En temps de guerre, la Russie pourrait essayer de traverser la section lituanienne moins peuplée et plate. La prise du couloir de Suwałki couperait les États baltes du soutien terrestre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et avec leur occupation, la Russie pourrait connecter Kaliningrad avec des renforts de Saint-Pétersbourg et briser tout blocus. Cela semble être un plan raisonnable, mais la guerre en Ukraine montre que les plans ne survivent pas toujours au premier contact. Ce qui est certain, c'est que la position de la Russie dans la mer Baltique est à son point le plus faible de l'histoire. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a augmenté en taille, en profondeur et en portée, tout en érodant l'influence russe. Maintenant, certains responsables du Kremlin en ont assez, et la seule façon de gagner cette partie d'échecs est de renverser l'échiquier. Le 21 mai 2024, le ministère de la Défense russe a publié un projet de décret sur son site web proposant d'élargir unilatéralement ses frontières maritimes avec la Lituanie et la Finlande. Il a été supprimé en 24 heures. Bien que le projet n'était pas le document de politique officiel lui-même, c'était cependant un guide technique lié à un autre document de politique dont les détails, ou même l'existence, restent inconnus. Même ainsi, le document a déclaré qu'il était nécessaire de changer les points de coordination pour établir de nouvelles lignes de base dans la mer Baltique. Une ligne de base est le point de départ à partir duquel un pays marque ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive. Selon la Convention sur le droit de la mer, les pays peuvent revendiquer des eaux territoriales jusqu'à 12 000 nautiques à partir de la ligne de base. Au-delà se trouve la zone contiguë, qui s'étend jusqu'à 24 000 nautiques. Dans cette zone, la nation côtière a une autorité limitée par rapport à la pleine souveraineté qu'elle a dans ses eaux territoriales. Plus loin encore se trouve la zone économique exclusive, qui s'étend jusqu'à 200 000 nautiques à partir de la ligne de base. Ici, les nations ont le droit d'explorer et d'exploiter les ressources marines. Dans certains cas, en fonction de la plateforme continentale, la limite légale peut atteindre jusqu'à 350 000 nautiques. La ligne de base est le facteur le plus important qui détermine toutes ces limites. C'est le point de départ pour mesurer l'étendue des zones maritimes. Donc, si vous avancez la ligne de base, vous avancez les eaux territoriales, la zone économique exclusive, la zone contiguë, et ainsi de suite. Cela affecte alors également les routes commerciales, les juridictions et les assurances de toutes les nations voisines. En d'autres termes, une ligne de base maritime est aussi essentielle à l'intégrité territoriale d'un État que les rivières, les montagnes, les clôtures et les points de contrôle le sont pour ses frontières terrestres. Le projet de document de la Russie visait à réécrire l'ensemble de ce cadre. Il affirmait que les cartes nautiques utilisées pour les lignes de base actuelles de la Russie étaient obsolètes et nécessitaient une mise à jour, de préférence en faveur de la Russie. Dans un espace aussi petit que le golfe de Finlande, chaque mille nautique représente une profondeur stratégique gagnée ou perdue. Cependant, l'argument de la Russie n'est pas totalement infondé. Les cartes en usage aujourd'hui n'ont pas été révisées depuis 1985, à l'époque où l'Union soviétique était encore au pouvoir. Le document divulgué propose de désigner des parties des eaux dans le golfe de Finlande orientale et près des villes de Baltijsk et Zelenogradsk à Kaliningrad comme faisant partie des eaux internes de la Russie. Pour ce faire, près de Kaliningrad, la Russie devrait changer les lignes de base à la cuspide Karonian, au cap Taran et à la cuspide de Vistule. Pendant ce temps, dans le golfe de Finlande, il faudrait ajuster les coordonnées pour les îles de Somers, Goglan, Seskar, Malivezodski, Moshny, Bolshoï-Tutors et Malichuters. Il faudrait également changer les coordonnées près du cap d'entrée nord de la rivière Narva. Ces changements permettraient à la Russie de revendiquer davantage d'eaux environnantes comme sa mer territoriale, déplaçant sa frontière maritime et perturbant la continuité de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cependant, en l'espace de 24 heures, le document divulgué a été supprimé et Moscou a nié tout projet de modification des lignes de base de la Baltique. Dans d'autres circonstances, cela aurait pu être considéré comme une erreur sans gravité. Mais seulement 2 jours plus tard,
les gardes-frontières russes ont retiré les bouées de navigation du côté estonien de la rivière Narva qui sépare les deux nations. Sur les 50 bouées récemment placées, 24 ont disparu du jour au lendemain. Ce geste était particulièrement alarmant car les bouées, généralement placées conjointement par l'Estonie et la Russie, sont essentielles pour une navigation sûre sur la rivière Narva. Lorsque l'Estonie a demandé une explication, les responsables russes ont donné une réponse vague, affirmant que les frontières doivent respecter les lois internationales et que le retrait des bouées n'était qu'un problème technique. En vérité, cependant, l'incident a démontré l'intention d'agir sur un document supposément divulgué par erreur, l'intention de défier l'organisation du traité de l'Atlantique Nord malgré l'affaiblissement militaire de la Russie. Donc en effet, c'était le premier coup d'envoi dans l'espace de bataille de la Baltique. Les actions de la Russie en mer Baltique peuvent sembler imprudentes et agressives, mais l'objectif est de saper la capacité de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, non de la conquérir. Une guerre directe avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord serait désastreuse pour la Russie. La stratégie n'est donc pas de créer un nouveau front dans la région baltique, mais de perturber le front actuel en Ukraine. L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la Finlande, le Danemark et la Suède figurent parmi les plus fervents soutiens de l'Ukraine. Les États baltes, par exemple, contribuent de manière impressionnante de 1,5% à 1,8% de leur produit intérieur brut à l'Ukraine, ce qui éclipse les engagements des autres membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ainsi, en attisant les conflits territoriaux, la Russie détourne l'attention vers la région balte tout en maintenant le conflit suffisamment ambigu pour limiter une escalade plus large. Le Kremlin espère exploiter les divisions croissantes en Europe du Nord, centrale, de l'Est, du Sud et de l'Ouest. C'est la politique classique de diviser pour mieux régner. Pour les Russes, gagner la guerre en Ukraine dépend de l'affaiblissement de la position anti-russe de l'Europe et de la rupture de son opposition unie à Moscou. Chaque citoyen, politicien ou leader qui est influencé, intimidé ou adouci a un effet d'entraînement sur le soutien à l'Ukraine. Même de petits changements, comme quelques armes en moins, un couple de systèmes de défense aérienne en moins ou un envoi de munitions retardé peuvent conduire à des gains sur le champ de bataille. Par exemple, lorsque la Hongrie a retardé de 6 semaines le paquet d'aide financière de 50 milliards d'euros de l'Union européenne à l'Ukraine, ou lorsque le Congrès américain a temporairement reporté le paquet d'aide de 61 milliards de dollars, les retards ont entravé la capacité de l'Ukraine à soutenir ses efforts de guerre et ont bloqué son offensive de 2023. Bien que la Russie n'ait pas nécessairement causé ces actions, elle reflète les résultats qu'elle cherche à atteindre. Cependant, à partir de 2024, plus de 70% des citoyens de l'UE approuvent les sanctions contre la Russie, tandis que 55% soutiennent l'aide militaire pour l'Ukraine. Ce soutien est encore plus important dans la région baltique. Par exemple, le nouveau Premier ministre élu de l'Estonie a juré de soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire, tandis que la Pologne s'est engagée à augmenter les dépenses militaires à 4,7% de son produit intérieur brut. De plus, les adhésions de la Finlande et de la Suède à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ont renforcé le flanc nord de l'Alliance. La résilience croissante de la région balte montre que la stratégie de la Russie n'a pas encore réussi. Le Kremlin n'a pas encore trouvé de faiblesse à exploiter, mais cela pourrait changer. Redessiner les frontières, ou menacer de le faire, est une partie cruciale de la guerre hybride de la Russie contre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Si les alliés baltes cèdent, ils découvriront rapidement que la Russie ne redessine pas seulement les cartes, elle redessine les règles. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Si vous approuvez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire, appuyer sur le bouton « J'aime » et peut-être partager la vidéo. Merci pour votre temps et au revoir.